Salut à tous, c'est Dueling Gentleman, bienvenue dans ce 7ème épisode de réaction et avis sur la saison 6 de Game of Thrones. Aujourd'hui on s'attaque du coup à l'épisode 7, hein, forcément. Pas grand chose à dire pour ce début de vidéo, pour cette introduction, parce que la majorité de ce que j'ai dit, je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, quand j'ai commencé à faire mes prédictions sur ce qui allait se passer dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, je m'attends à ce que l'intrigue se déplace petit à petit vers la ville de Vivzeg, tranquillement, posément. Je pense, j'espère, j'ose croire que on l'apercevra dans l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas trop ce qu'ils vont mettre dans l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas quelle storyline ils vont décider de suivre, mais voilà, je pense qu'on aura droit à Arya, le Port-Réal aussi probablement, peut-être faire un petit tour à Winterfell, voir comment s'en sort Ramsay, et puis voilà, voir Brienne et Jaime aller à Vivzeg, en gros. Mais après, surprenez-moi, je prends ce que vous me donnez. Ce qui est de cool avec le fait que ça fait plus d'1 an que je me suis pas intéressé à la série, c'est que maintenant les épisodes sont disponibles en français. Donc je vais regarder les épisodes en VF. Et ça va peut-être choquer certains, ça va peut-être en déranger d'autres. Ouah, la VF, comment oses-tu regarder une série dans une langue autre que la langue originale? La VF de Game of Thrones est excellente et je vous emmerde. Voilà. Comme ça au moins je pense que les bases sont posées et claires. On peut attaquer l'épisode. Eh mais y a pas eu de générique? Ah tiens, c'est vrai que t'avais disparu toi. Ah fais chier, ça fait 5 épisodes que j'annonce dans l'introduction que si ça se trouve il va réapparaître dans cet épisode là, et c'est justement celui où je ne le dis pas où ça arrive quoi. Merde. Bien joué, j'avais oublié que tu pouvais encore être vivante. Et du coup j'ai pas lu le nom des acteurs, donc je ne sais pas à quoi on aura droit dans cet épisode. Il fallu pour te mettre à bas. Rien qu'un. Waouh! Ça devait être une sacrée bestiace. C'était une femme. J'allais t'enterrer proprement quand soudain tu as toussé. Oh, j'ai failli me chier dessus. Qu'est-ce qui t'a permis de t'accrocher? La rage. La haine. Oui, ouais, c'est pareil. À moins que ce ne soient les anciens dieux, ou bien le maître de la lumière, ou peut-être que c'est les mêmes putains de dieux, je sais pas du tout. Si les dieux existent, pourquoi ils m'ont pas puni? Ils t'ont puni. L'amour d'une femme calme la nature brutale de l'homme. Une épouse soulage les maux de son époux. Une mère chantonne afin que son fils s'endorme. Vous apprenez vite. Vision de la femme selon la religion, quoi. La chose ne requiert pas le désir chez la femme, majesté. Seule la patience est nécessaire. Le roi a besoin d'un héritier. Ah oui, d'accord. On en est là, carrément. Pardonnez-moi. Le droit chemin est parfois très dur à trouver. Dur à trouver, et il est encore plus dur de l'emprunter. Mais vous avez fait de grands progrès. Et je prie pour que... Je vous en prie. Retournez chez vous. Tu peux au moins faire un peu quelques pas de plus? J'ai commis une terrible erreur. Chaque jour, elle me pèse davantage. Tant mieux.
Je fais venir une armée de fanatiques. Ah, il y a du monde quand même. Ah, ou alors ce sera la bataille pour Vivzek dans l'épisode 9. On ignorait que vous arriviez. Parce que vous n'avez posté aucune sentinelle. Vous avez laissé quelques 8000 hommes approcher sans réagir. Heureusement qu'on est alliés, sinon, là, en ce moment, on serait en train de vous enculer. Faites que Lord Edmure soit baigné et nourri. Faites qu'il soit baigné et nourri. À moins que vous ne vouliez prendre sa place. Oui, mille excuses, Sir Jamie. Allez, Voilà. Lady Mormont. Bienvenue sur l'île aux ours. Attends, c'est qui elle? J'étais son aide de camp, en Il fait. suffit de toutes ces mondanités. Pourquoi êtes-vous ici? Je sais absolument pas qui est cette fille, mais j'adore. Autant que je sache, vous êtes un Snow. Et Lady Sansa une Bolton. Ou une Lannister? J'ai eu des informations... Oula. Et combien d'hommes pouvons-nous espérer? « 62. 1000? 62. Notre maison n'est pas des plus importantes, mais elle est fière. Et chaque homme en âge de se battre sur l'île aux ours vaut 10 continentaux. S'ils n'ont que la moitié de la férocité de leur suzeraine, les Bolton sont condamnés. Et les Bolton nous ont apporté leur soutien. Attends, ça va être ça tout l'épisode là? Je peux pas gagner à tous les coups. On va enfin voir ce que vous êtes devenus. Je sais, ça a été un peu dur pour toi. Un peu, ouais. Si tu es trop brisé pour redevenir toi-même, alors prends un couteau et ouvre-toi les veines. Finis-en. Je suis à peu près persuadé que c'était le pire discours à faire à un dépressif. Si tu penses que tu sers à rien, prends-toi un couteau et ouvre-toi les veines, c'est pas du tout le genre de phrase qu'il faut prononcer. Là ça marche parce que c'est une série, mais dans la vraie vie, t'aurais un mort sur les bras. Hein. Connasse. Bon. Tu vas le regretter. Jolie demoiselle. Waouh, c'était anticlimactique au possible. Ah oui, d'accord. Au moins bute-les tous. Ah, c'est tout? C'est fini là? Oh, c'était grossier! Bon, ben voilà, c'était l'épisode 7 de la saison 6 de Game of Thrones, et c'était pas ouf. Je crois, je me souviens plus très bien des premiers épisodes, mais il me semble que c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de toute la saison, là, parce que... c'est lourd, il se passe pas grand chose et ce qui s'y passe est extrêmement cliché. Bon, on va y venir. L'épisode s'appelle The Broken Man. En général, ils essayent de trouver un titre qui parle un peu de tous les personnages du jeu. C'est vrai que là, des personnages brisés, on en a pas mal dans l'épisode. Donc c'est plutôt un bon titre. Et on passe à la décomposition du coup. Donc sur un épisode de 50 minutes, on commence par 5 minutes avec le limier qui sont coupés par le générique.
Ensuite, 5 minutes à Port-Réal, 3 minutes de Jon et ses amis qui font la tournée des bars, là. 2 minutes 30 de retour à Port-Réal, ensuite 5 minutes à Vivzeg, 5 minutes 30 avec Jon, 3 minutes 30 à Vivzeg, 2 minutes 30 avec Jon, ils ont alterné là les séquences, au lieu de nous faire 7 minutes, ils ont coupé un peu en 2 parties à chaque fois. Ensuite 2 minutes 30 chez les Greyjoy, retour 2 minutes 30 avec Jon qui a vraiment été saupoudré tout au long de l'épisode. 4 minutes 30 avec le limier, 3 minutes avec Arya et 1 minute 30 avec le limier, ce qui nous fait un grand total une fois qu'on met toutes les séquences les unes à la suite des autres. 11 minutes pour le limier, donc plus d'1/5 de l'épisode à lui tout seul. 7 minutes 30 à Port-Réal, 13 minutes 30 avec Jon qui est donc le personnage sur lequel on s'est le plus attardé dans l'épisode. 8 minutes 30 à Vivzeg, 2 minutes 30 chez les Greyjoy, ce qui est Peanuts, et enfin chez les Greyjoy, non, avec les Greyjoy, parce qu'ils sont plus chez eux. Et 3 minutes avec Arya, ce qui n'est pas grand chose non plus, mais c'est pas grave, parce qu'il aurait arrivé des trucs importants, je sais pas, pour Arya oui, pour les Greyjoy, bof. Allez, on dissèque ça en détail, et plus particulièrement, pas chronologiquement dans l'ordre de l'épisode, mais thématique par thématique, comme je le fais depuis maintenant 2 retours. On va commencer par le limier, du coup, qui nous a gratifié d'une séquence pré-générique, la première, il me semble, depuis le début de la série. Tout ça, évidemment, pour pas qu'on voit le nom du limier, enfin de l'acteur qui joue le limier au générique, et pas qu'on comprenne, qu'on comprenne pas en avance qu'il allait revenir. Donc voilà, c'était un petit peu pour surprendre les spectateurs. J'ai mis un moment avant de le reconnaître, mon cerveau a pas fait la connexion, et puis après je me suis dit, bah je l'ai dit de toute façon dans l'épisode, ce sera forcément dans la partie visionnage, que j'étais persuadé qu'on allait revoir le limier depuis plusieurs épisodes maintenant, et là, l'épisode où je ne dis pas qu'on va le revoir dans cet épisode-là, c'est celui-là où il revient, super. J'ai vraiment du pif, moi, pour ce genre de truc. Franchement, à chaque fois, si un jour vous ne savez pas où aller dans la vie, demandez mon avis et ensuite faites l'inverse. Donc on apprend qu'il a été recueilli à la campagne par un prêtre qui ne sait d'ailleurs pas vraiment de quelle religion, enfin pour quelle paroisse il prêche. Il prêche pour, voilà, la bonne parole, la gentillesse, la bonté. Il y a tout un discours de ce prêtre où t'entends que... En fait, la religion en elle-même est pas vraiment importante, c'est surtout les idées, et comme de toute façon, toutes les religions transmettent à peu près les mêmes valeurs de respect, de tolérance, d'altruisme, de dévotion. Enfin, je veux dire, t'as aucune religion qui va enseigner à ces gens que l'égoïsme c'est cool, il faut marcher sur la gueule des autres, je sais pas moi, il faut tuer des gens... violer les femmes et les enfants, je veux dire, ça, si, il y a le capitalisme, mais à part ça, il n'y a aucune autre religion qui parle en bien de tous ces principes-là. Et donc c'est un peu ça ce qui transparaît en filigrane dans son discours, qui n'est pas d'ailleurs super subtil, et ce qui s'applique à la religion dans les 7 royaumes, ben ça peut s'appliquer aussi dans la vraie vie. Il y a un message un peu de tolérance, d'amour et de respect qui est envoyé comme ça, au passage, dans la gueule du spectateur. C'est pas subtil pour un rond, mais c'est appréciable quand même. Et je pense que pas subtil, c'est un peu ce qui pourrait résumer toute la partie avec le limier dans cet épisode, parce que on a quand même enchaîné les clichés, hein. Le mec qui se fait recueillir par un groupe de personnes hyper tolérantes, qui l'acceptent même si il est moche, égratigné et qu'il a fait des mauvaises choses dans sa vie, qui est prête à lui accorder le pardon, à l'accueillir dans leur rang, lui qui du coup se met à couper du bois comme un fou pour rendre service à cette communauté de gens qui l'accueillent de manière totalement bénévole. Et puis la suite, alors là la suite c'est comment ils s'appellent eux, la fraternité sans bannière qui débarque là avec des intentions manifestement comment dire, belliqueuses, et bon, qui se font rembarrer un premier coup, mais on sait bien qu'ils vont revenir.
Et alors là, on a la suite la plus nulle du monde, parce que dans l'épisode, ils présentaient ça de manière un petit peu ambiguë. On savait pas trop ce qu'allait faire le limier. Est-ce que il allait rester là toute la soirée à couper des branches et ensuite les tailler pour en faire des lances et creuser une tranchée autour du village et mettre les pieux pour piéger la fraternité sans bannière une fois qu'elle débarquerait pour protéger le village de ceux qui l'aiment tant, ou alors est-ce que il disait non je vais rester là pour couper du bois, mais qu'en fait dès que le mec il aurait eu le dos tourné, il aurait pris sa hache et il serait parti attaquer la fraternité sans bannière en amont pour pas que eux ils arrivent. Est-ce qu'il aurait réussi à le recruter finalement, le prêtre dont on apprend qu'il a eu une sorte de formation de mec sanguinaire, donc il aurait pu être utile au combat et tout. Mais non, en fait, ils sont allés sur le chemin de la facilité, et la fraternité sans bannière arrive pendant que lui, il est au loin, en dehors du village, et quand il revient dans le village, eh ben tout le monde est mort, et du coup, c'est une origin story à la Batman, et voilà, il est parti pour... il était déjà là, c'est déjà la haine et l'esprit de vengeance qui l'ont permis de survivre avant que la petite communauté la trouve et la recueille, et maintenant la haine est encore plus grande et l'esprit de vengeance est encore plus grand, parce que même ces gens-là qui étaient super gentils et sans aucun défaut, ils sont tous morts, et donc le limier il a la haine et maintenant il est parti pour se venger quoi. La preuve que c'est un grand cliché à Hollywood, c'est dans le film X-Men Apocalypse, qui est quand même la combinaison de tous les plus gros clichés des films de cinéma de ces dernières années. Et donc ça, c'était ce qui est arrivé au personnage de Magneto, qui se fait démolir toute sa famille au début du film, et du coup, il en veut à nouveau à la race humaine, et il va vouloir se venger. Oh là là, qu'est-ce que c'est subtil! Bon, voilà, donc c'est hyper cliché. Et en même temps, le prêtre en question était joué par Ian McShane, qui est quand même un acteur extrêmement connu et talentueux, et donc probablement très cher, et donc ils n'auraient pas été capables de le garder très longtemps dans la série sans être à court de budget. Voilà, donc voilà, ce prêtre devait mourir. Mais bon, ça reste grossier quand même, hein. D'ailleurs, j'étais persuadé de l'avoir déjà vu dans la série, cet acteur, mais non, en fait, je l'ai vu dans Pirates des Caraïbes 4. C'est lui qui joue Barbe Noire, il me semble. Voilà. Mes références cinématographiques de qualité. On passe à Port-Réal, et il n'y a que 2 points pour Port-Réal. Le premier, c'est Marjorie est une bonne actrice. Je vous avais dit dans l'épisode précédent, mon retour sur l'épisode précédent, que je ne savais pas trop si Marjorie faisait semblant de s'être fait laver le cerveau par le grand moineau et tous ses disciples de merde là, ou si en fait elle avait vraiment été endoctrinée par leurs mouvements. Eh bien, elle joue la comédie. Maintenant, au moins, c'est clair, il n'y a plus de doute, la mise en scène est claire à ce sujet et nous a enlevé toute possibilité de douter, et c'est cool parce que la fois dernière, j'étais quand même un petit peu perdu. D'ailleurs, je pensais vraiment qu'elle avait été endoctrinée par le grand moineau et ses consorts, et je trouvais que c'était l'option la plus vraisemblable, vu les actions que faisait Marjorie. Mais en fait, il semblerait que ce soit véritablement une bonne actrice, elle est vraiment capable de se fondre dans la masse, de s'adapter. Ça m'a fait penser donc à une phrase qu'a dit Sansa dans cet épisode-là, où à un moment donné, il y a, comment elle s'appelle elle? Lyanna, c'est ça? Lyanna Mormont qui lui dit à Sansa, oui mais vous êtes marié avec un Lannister et avec un Bolton qui sont quand même... 2 ennemis des Stark, vous êtes quand même un peu une grosse traître, et elle lui répond oui mais j'ai été obligée de survivre, votre majesté. Et ben là, c'est une phrase qui, encore une fois, s'applique exactement à une autre timeline que la sienne, enfin un autre scénario que le sien, qui est celui de Marjorie, qui est obligée de s'adapter pour survivre, et donc de se soumettre au grand moineau et à toutes ses lubies. Par contre, la deuxième fois que le scénario nous emmène à Port-Réal, c'est pour un dialogue cliché entre Cersei et Lady Orlena. Et là,
La subtilité a disparu, la subtilité est morte, ressuscitez-la, faites quelque chose, parce que là c'est... Waouh, je crois que c'est encore plus cliché que toute la séquence avec le limier, là. En 2 minutes... Attends, combien de temps elle dure, cette séquence? Ouais, 2 minutes 30 de dialogue avec Cersei et Lady Orlena. T'as Lady Orlena qui dit à Cersei ses 4 vérités. Vous êtes entouré par plein d'ennemis, et personne ne vous aime, et vous avez perdu. Ça fait 2 saisons qu'on est en train de montrer la chute de Cersei suite à ses choix politiques discutables et qui se sont au final retournés contre elle. Ça fait 2 saisons que la mise en scène, que le scénario, les situations nous montrent que Cersei est dans la merde, et apparemment, il y a un mec dans la section des dialogues qui s'est dit « Oh non, c'est trop subtil, le spectateur ne comprendra pas que Cersei vit à Port-Réal entouré d'ennemis. » Et si on demandait à un personnage de le lui dire directement en face, tu vois, pour bien supprimer toute tentative d'être subtil. Non les gars, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Quel intérêt vous aviez à faire dire à un personnage « Cersei, vous êtes entouré par des ennemis, vous avez perdu ». Parce que, du coup, automatiquement, on comprend, nous, spectateurs, qu'en fait, Cersei, elle a pas perdu, et qu'elle va se relever, que c'est juste le scénario qui lui donne de plus en plus d'ennemis à combattre, et elle va tous réussir à les avoir, et elle va remonter sur le trône, elle va voilà... réussir à vaincre l'adversité, même si l'adversité est de plus en plus adverse, tu vois? Au début de la saison 4, moi j'y croyais. Je croyais que Cersei allait mourir avant la fin de la saison. Non, pas la 4, la 5, enfin la saison précédente, quoi. Au début de la saison 5, j'étais persuadé que c'était la dernière saison de Cersei, qu'elle allait mourir dans l'épisode 9 de la saison 5, suite à tous ces choix de merde qui se retournaient contre elle. Il se trouve que non. Donc, il apparaît de plus en plus évident que, en fait, Cersei va s'en sortir. Et là, quand t'as un personnage qui lui annonce texto « Vous avez perdu », bah non. Du coup, tu comprends que non. La série passe son temps à détruire tes attentes, à te faire croire que ça va se passer comme ça, et paf, un twist, et ça se passe autrement. Alors, quand il t'annonce de but en blanc qu'un personnage a perdu, c'est qu'il a pas perdu. Je suis désolé. C'est Cersei elle-même qui a dit dans la saison 1, le jeu des trônes, soit on le gagne, soit on meurt. Elle est pas morte, donc elle a pas perdu. Suite à ça, Orlena retourne au jardin parce que faut quand même pas déconner. Comment dire? Pour rester dans la métaphore, il vaut mieux pas rester à côté d'un lion qui sait qu'il est en danger. Le lion en question étant Lannister Cersei. Je suis aussi subtil que la série, pour le coup, je vous explique ma métaphore. Voilà, Cersei, se sentant en danger, va commencer à attaquer tout ce qui bouge. Je rappelle que Lady Orlena a quand même contribué au meurtre de Baratheon fils, là. Comment il s'appelle, lui? Geoffrey. Donc, Cersei, qui est quand même le personnage le plus maternel de la série, évidemment qu'à un moment donné, elle va se venger de Lady Orlena. Donc vaut mieux que Lady Orlena se casse, loin, parce que là, bah on approche du moment où Cersei va sortir de son grand creux, où elle se prend tout dans la gueule, et où elle va commencer à donner des coups pour remonter elle-même dans l'estime des gens. Enfin, pas dans la mienne, parce qu'elle l'a jamais eu, mais dans celle des spectateurs qui aiment Cersei, s'il y en a. Donc, vu que ça commence à mal tourner, barre-toi, Orlena. Laisse ta fille gérer, manifestement, elle s'en sort très très bien. C'est une excellente actrice, elle va retomber sur ses pattes. C'est nickel. Laisse faire, retourne chez toi. T'es un personnage que j'apprécie bien. J'aime bien ta langue directe, tu vois. Ton parler cash, j'aime bien. Si tu pouvais mourir dans longtemps, ça m'arrangerait. On passe à Jon. Jon et ses amis qui font la tournée des bars là pour essayer de recruter un maximum de soldats pour aller péter la gueule de Ramsay Bolton. Comment dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait encore des scènes sur Jon.
Je pensais qu'on aurait plutôt des scènes sur Ramsay pour voir comment il s'en sortait avant que Jon arrive. Mais c'est vrai qu'il y a toute la séquence où Jon va essayer de se constituer une armée, parce que... bon, les sauvageons, moi j'avais toujours compris qu'ils étaient dans le coup depuis le début. Là, ils nous ont rajouté une scène où Jon essaye de convaincre les sauvageons de venir avec lui, et les sauvageons acceptent. Bon, il n'y avait pas trop de suspense, parce que... Bon, pour moi, ils étaient déjà acquis à la cause, donc c'était bon. Ensuite, ils sont allés où? Ils sont allés voir Lyanna Mormont, futur personnage préféré de la série, je pense, pour moi. J'aime beaucoup cette fille, j'espère qu'on la reverra. Oui, on la reverra, parce qu'elle est dans le... Elle fait partie de l'équipage de Jon. Elle est avec lui, je l'ai vue dans le camp un peu plus tard dans la série, donc, enfin dans l'épisode. Donc, ouais, elle voyage avec eux. Et c'est cool, parce que... Je sais pas, j'adore ce perso. La petite fille qui commande mieux que n'importe quel autre seigneur de Westeros et de Essos confondus. Je m'incline. Donnez le trône à cette fille. Elle sait comment ça fonctionne. Filez-lui le trône de fer et terminez la série là. C'est très bien. Faites comme ça. Allez, vas-y Lyanna, moi je suis à fond derrière toi. Voilà, donc il s'est fait convaincre par Sir Davos, qui n'en finit pas d'être un de mes personnages préférés de cette série aussi. Voilà, bon, pas grand chose à dire, donc eux aussi ils sont d'accord. Troisième séquence avec Jon, ils sont à la maison Glover, et là par contre, ils se font dégager comme des malpropres, avec un gros bilan sur ce qu'a donné la tactique militaire des Stark depuis le début de la série, et c'est là qu'on se rend compte que effectivement c'est pas glorieux, putain. Au début je disais, ah la série elle aime trop faire mourir des Stark, c'est nul, c'est mes persos préférés, machin, mais bon, faut admettre que objectivement, ils ont des tactiques de merde. Enfin, quand c'est résumé comme ça par je sais pas qui, Glover, parce qu'on connaîtra pas son prénom, à Sansa là, tu te rends compte que ouais, non, ils sont mauvais. Ils sont très très mauvais. Sansa qui va donc essayer de se racheter, enfin en tout cas dans sa tête, en envoyant finalement une lettre. Hein. Elle se résout à envoyer une lettre à... On se demande à qui? Bon bah c'est à Littlefinger, il n'y a pas de doute, qui a plein d'hommes, et voilà, bah, Littlefinger va envoyer des hommes à Sansa, et Sansa sera redevable de Littlefinger, et voilà, ce mec a quand même réussi à se rendre indispensable. J'en avais parlé dans mon retour sur l'épisode 5, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Mon retour sur l'épisode 5. J'avais tout dit à l'époque. Réécoutez-le. Savoir que Sansa a toujours pas parlé à Jon de sa rencontre avec Littlefinger à l'épisode 5. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va lui dire « J'ai demandé des renforts à Littlefinger » ou est-ce que Littlefinger va envoyer ses renforts et que Jon va se dire « Mais qui sont ces gens qui viennent nous sauver ?» et qu'ensuite sa sœur va lui en parler. Je sais pas trop. Mais il y a un moment donné où ce non-dit va finir par péter. 7ème point sur 10 déjà, on passe aux frais, et globalement à tout ce qui se passe à Vivzeg. Donc on apprend que les frais sont vraiment des bouffons, hein, les soldats en tout cas, qui sont aux ordres des frais, sont vraiment des incapables, ils savent pas monter des camps, ils savent pas tracer des tranchées, ils savent pas faire des tours de garde, enfin c'est nul. On comprend pourquoi ils ont perdu le château de Vivzeg, que le Silure a été capable de les reprendre, et c'est même à se demander comment ça se fait que cette famille est toujours en vie à ce stade de la série. Les bras m'en tombent, là ça se voit pas parce que j'ai mal cadré l'épisode, mais les bras m'en tombent, vraiment. C'est vraiment des incapables, ils sont nuls. Heureusement, Jaime débarque, et c'est là qu'on voit que Jaime qui prend contrôle d'un camp, Jaime qui commence à faire de la stratégie, un petit peu comme son père d'ailleurs, là ça a de la gueule, enfin tu vois que on te rappelle gentiment que Jaime a des qualités de guerrier et de meneur qui sont vraiment pas inventées comme ça à partir de rien. C'est pas des rumeurs, c'est vrai, c'est vraiment un stratège de qualité. Bon, les qualités de Jaime sont un petit peu remises en question dans la scène suivante, puisque là, il dialogue avec le Silure, qui sort comme ça, complètement à découvert face à lui,
et il papote, et là le silure il dit « j'en ai rien à foutre, vous pouvez tuer mon fils ». Ah oui c'est vrai, j'ai pas parlé de Edmure, le personnage dont on n'avait plus rien à foutre depuis la fin de la saison 3, soudain on l'a revu à la fin de l'épisode précédent, et là on nous le montre comme si on en avait quelque chose à foutre que ce personnage meurt. Même le silure en a rien à foutre, mais lui c'est pareil, ça fait des années qu'il l'a pas vu, on s'en fiche d'Edmure, franchement. Moi le premier, et non, le silure le premier et moi le deuxième. Apparemment Jaime n'est pas d'accord avec moi, donc il a réussi à sauver Edmure de la mort, en demandant à ce qu'il soit bien traité et tout. Lord Edmure va vraiment avoir une importance dans la suite de la série? Parce que je m'en fous de ce mec. À moins qu'on le réintroduise convenablement dans la série, qu'on lui redonne des enjeux et un but et une volonté propre, j'en ai rien à faire de ce perso, hein. Clairement. Mais donc bref, j'étais en train de parler du dialogue entre Jaime et le silure, où on voit bien que le silure en a rien à foutre, que lui il veut rester dans son château, et qu'il tiendra le siège, il est capable de tenir 2 ans, Jaime n'a pas 2 ans devant lui, donc il va falloir qu'ils attaquent à un moment donné. Donc il va y avoir une bataille à Vivzeg. Yes! Et c'est ce que je disais en regardant l'épisode, peut-être que c'est ça en fait qu'il y aura dans l'épisode 9. Que la bataille des bâtards ce sera soit dans le prochain, là le 8, soit dans le 10, soit ce sera un épisode 9 avec en parallèle la bataille des bâtards et l'assaut de Vivzeg, sachant que les enjeux de Vivzeg sont pas encore totalement mis en place puisqu'il manque Brienne, qui est censée s'y rendre aussi. Donc ça laisse augurer du bon. Moi je pense que il va se passer des trucs très intéressants au niveau de Vivzeg. Après, si il continue à nous mettre un siège comme ça pendant plusieurs épisodes et qu'on n'a pas de nouvelles avant la saison 7, ce serait compréhensible au niveau du budget, mais ça ferait quand même un petit peu chier. 9e point, là on commence à parler des intrigues qui ont duré même pas 3 minutes chacune. Donc on va commencer par les Greyjoy, où donc on comprend que les Greyjoy vont bel et bien à Myrine. Là ils sont à... c'est quoi cette ville là? C'est Volantis, c'est ça? Où on a déjà vu Tyrion et Varys s'y arrêter là. Donc j'avais raison. Encore, ils vont bien à Myrine pour essayer de convaincre Daenerys de leur venir en aide, et pour leur proposer la leur, et notamment leur flotte de bateaux. Et on apprend également dans cette scène que Yara est bisexuelle, voire lesbienne refoulée dans les précédents épisodes et qui s'assume maintenant, je sais pas trop bien. Enfin, on va dire qu'elle est bi, ce sera plus simple. Et est-ce que ça ne s'avérerait pas utile pour la suite de la série? Est-ce que elle va réussir à convaincre Daenerys? Parce que non seulement c'est une femme forte, mais alors maintenant c'est le... j'allais dire limite le cliché de la femme forte, tellement forte, elle a tellement pas besoin d'un homme qu'elle est lesbienne, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais c'est un cliché hollywoodien. Ça commence à le devenir, en tout cas. Bon. Donc Daenerys appréciant les femmes fortes, Yara étant donc maintenant le personnage de femme forte ultime d'après Hollywood, est-ce que ça va matcher entre elles? Est-ce que Daenerys va se trouver une passion sexuelle pour les femmes aussi, et que ça va sceller leur destin et qu'ils vont du coup s'apprécier? Je ne sais pas, peut-être, c'est une théorie. Je suis pas certain. Parce que je pense que Daenerys va quand même vouloir un héritier, tout ça, et qu'elle est beaucoup plus traditionnelle que Yara, mais on sait pas, on peut être surpris. Et enfin, dernier point, dernière intrigue, Arya. Alors Arya, elle se fait, je l'ai écrit là sur ma feuille, Arya se fait encore bolosser par la fille désagréable, qui est devenue un petit peu plus que désagréable dans cet épisode. C'est devenu, je pense qu'on peut dire que c'est une vraie raclure hein, maintenant. On l'a tous vu venir au début de la scène. Bonjour jolie demoiselle avec la vieille là qu'on n'avait jamais vue avant. Évidemment que c'était la fille désagréable en costume. Arya se fait avoir comme une bleue et elle réussit à s'en sortir, mais uniquement parce que la fille désagréable n'est pas descendue sur la berge
pour s'assurer que sa cible était bien morte. Là aussi, on est un peu dans le cliché quand même. Cet épisode fait beaucoup de clichés, c'est un peu lourd. Encore s'il y en avait eu qu'un dans une seule scène, j'aurais pas été aussi méchant envers lui, mais là je crois qu'à chaque séquence, on a un cliché, quoi. C'est chaud. L'info la plus intéressante de la séquence avec Arya, c'est quand même de savoir que Arya veut retourner maintenant à Westeros. Elle a payé le gars et tout. Alors je sais pas trop où elle ira une fois qu'elle sera revenue à Westeros, probablement à Port-Réal, pour accomplir sa vengeance et tuer Cersei et tous ceux qui sont sur sa liste. Il me semble... Je sais plus qui est la première sur la liste d'Arya, mais il me semble que Cersei est dans les premiers noms, donc c'est probablement elle qu'elle va attaquer en premier. Mais bon, elle n'y est pas encore, puisque pour l'instant elle est à moitié morte, avec le bide transpercé, et elle pisse le sang dans les rues de Braavos. Le seul personnage en qui elle peut avoir à peu près confiance dans cette ville, c'est Lady Cigogne, donc je ne m'attendais pas à ce qu'on la revoie dans les épisodes suivants, mais si elle va pas la voir, elle, je sais pas trop où est-ce qu'elle ira, à moins qu'elle décide de passer la nuit sous un pont et qu'elle attende l'aube et qu'elle embarque blessée sur le bateau qui l'emmène à Westeros. Il y a aussi l'option qui est possible, c'est qu'elle rate le bateau, parce que elle se fait attaquer une fois qu'elle va voir Lady Cigogne, les gens la retrouvent, que ce soit Jaqen ou la fille désagréable, et du coup elle rate l'embarquement. Il peut encore se passer quelques trucs. Mais bon, globalement, l'objectif d'Arya c'est d'arriver à Westeros, donc elle arrivera à Westeros. Je pense pas que les scénaristes tuent Arya à ce stade de son développement de personnage. Comment dire, les dieux n'en ont pas fini avec elle, pour paraphraser Ian McShane. Et puis voilà, fin de l'histoire. Merci d'être venu. Merci d'avoir suivi ce récapitulatif. Dans le prochain épisode, donc, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas accordé beaucoup de temps à Daenerys, donc à mon avis on va suivre son retour à Myrine et voir un petit peu ce que donnent les stratégies de Tyrion et Varys. On va s'intéresser aussi probablement à l'avancée de la construction des bateaux de Euron Greyjoy. Peut-être Sam, voir où est-ce qu'il est parti, parce que là il a quitté le domicile de son père, il est parti comme ça, sans vraiment de plan concret. Est-ce qu'on va voir son père qui se rend compte que son fils est parti avec son épée? Est-ce qu'on va savoir... Enfin, on sait vers où il se dirige vers la grande bibliothèque, là. Mais, plus spécifiquement, où est-ce qu'ils sont? L'arrivée de Brienne à Vivzeg et Dorne. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je n'aime pas Dorne, vous n'aimez pas Dorne, personne n'aime les séquences de Game of Thrones qui se passent à Dorne, mais il y a des trucs politiques qui se passent à Dorne et qui sont quand même relativement importants, avec les aspics des sables, là, c'est comme ça qu'ils s'appellent? Je sais plus. Voilà, il y a une histoire là-dedans, et il faut qu'on voit la suite, quoi. Même si c'est juste les aspics des sables qui quittent Dorne pour aller à Westeros attaquer les Lannister. Moi, je m'en fous, mais voilà. Et puis, l'ordalie de Cersei, s'il vous plaît. Ça fait depuis le début de la série qu'on nous dit que Cersei va devoir faire un combat par ordalie. Ça fait depuis le début de la saison qu'on sait que la montagne sera son combattant. Maintenant, il faut qu'on la voie, cette ordalie, parce que ça traîne un peu, là. Là, ça fait quand même 6 épisodes qu'on nous la promet. Faut arrêter d'étirer le temps comme ça. Faites ce bon sang de tribunal. Merci. Bisous. Et à la fois prochaine, du coup, parce que j'ai un peu fini, là. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode plus court que les autres,
parce que ben, on parle d'un épisode plus court que les autres et plus vide que les autres aussi, hein, quand même. Les clichés c'est mal, à la fois prochaine, ciao.